Bonjour à tous, ravi d'être avec vous cet après-midi. Romain Pasquier, tout d'abord, j'ai le plaisir, avec Yvan Saillard, qui va prendre la parole dans quelques instants, de vous accueillir donc à cette seconde table ronde Enedis, Cher territoire et mutation de l'action publique, sur la thématique transition énergétique et participation citoyenne. Je dis seconde conférence parce qu'au mois de juin dernier, une première conférence avait eu lieu sur une autre thématique que nous avions sélectionnée, transition énergétique et collectivité territoriale. Donc c'est le fruit d'un partenariat qui s'inscrit dans la durée autour de cette chaire territoire et mutation de l'action publique qu'Enedis a rejoint il y a environ 2 ans. Donc c'est une chaire que nous avons créée en 2015 ici à Sciences Po Rennes pour essayer de croiser les regards, de s'enrichir mutuellement entre un regard classiquement académique, classiquement universitaire, et hybrider ce regard académique avec le point de vue des praticiens, le point de vue des opérateurs, le point de vue de tous les acteurs qui font bouger les territoires contemporains, qui font muter la gouvernance territoriale. Et c'est vrai que depuis qu'Enedis est arrivé dans cette chaire, la transition énergétique s'est imposée comme une thématique majeure de nos activités, et tout simplement parce que effectivement l'agenda du développement durable, l'agenda climatique, l'agenda de la durabilité fait que beaucoup des systèmes d'acteurs sont affectés par ces mutations. Et donc l'idée de cette chaire et des partenaires qui l'ont rejoint, c'est bien sûr de produire de la connaissance, de contribuer à un programme de recherche que nous élaborons régulièrement à travers des conseils d'orientation, mais c'est aussi d'ouvrir des thématiques, des enjeux qui peuvent paraître assez techniques, en tout cas appartenir simplement au cercle des initiés, ouvrir des débats, ouvrir des portes pour que justement se fertilisent des regards, des approches, et puis contribuer à vulgariser dans le bon sens du terme des thématiques qui nous concernent chacun d'entre nous. Donc on a une belle conférence qui s'annonce. Je laisserai évidemment Patrice Diatta, qui a été la cheville ouvrière, qui est le chargé de développement et de recherche de cette chaire, qui a été la cheville ouvrière avec Yvan et ses équipes de l'organisation de cette conférence, nous présenter plus avant le programme. Simplement aussi pour vous dire que, et le remercier, que cette conférence est aussi organisée en partenariat avec le laboratoire à Rennes, le laboratoire de sciences sociales, dont Sciences Po Rennes est une des tutelles, et qui a un chantier de recherche très centré justement sur les questions environnementales, sur les questions de durabilité. Et donc sans transition, je vais passer la parole à Yvan, qui va lui aussi nous donner son point de vue sur ce partenariat entre Enedis et la chaire TEMAP. Merci Romain. Donc très rapidement, pour dire qu'effectivement, au départ de ce partenariat, il y a le constat qu'Enedis nous avons fait, qui est que ce thème de la transition énergétique, qui est même plus qu'une transition pour nous, qui est une véritable mutation de notre secteur d'activité, d'une part, on a constaté que les réseaux ont une position centrale en tant que lieu d'échange entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi et surtout peut-être que toutes les grandes manœuvres qui vont autour de ces projets devront s'inscrire dans des projets de territoire. Et pour dire les choses encore plus clairement, qu'on ne pourrait plus faire comme avant. D'où l'intérêt de travailler avec des universitaires, avec des chercheurs, avec des personnes qui construisent, je dirais, les réflexions d'aujourd'hui. Alors, projet de territoire, ça veut dire participation de toutes les parties prenantes et concertation de toutes les parties prenantes du territoire, dont les collectivités locales que tu as citées, c'était le thème de notre première conférence, et puis les habitants, les citoyens,
C'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Et on sait que ce thème de la concertation ou de la participation citoyenne, il est en ébullition, c'est un vrai sujet, notamment le numérique change tout. Hein. Le numérique crée des opportunités, mais crée aussi des difficultés nouvelles. Hein. C'est pas besoin d'insister sur les oppositions aux projets éoliens, aux compteurs communicants, etc., pour dire que, vous allez l'évoquer, hein, que clairement le numérique change tout. Et donc, c'est avec grand intérêt qu'on va vous écouter, hein, et qu'on va tirer parti de toutes vos réflexions. Et simplement pour stimuler vos échanges, pour stimuler vos réflexions, je vous livre en quelques minutes quelques éléments qu'on élabore en ce moment dans mes fonctions actuelles et dont vous aurez la primeur puisque c'est des choses qui ne sont pas encore sorties. Ce sont, mais vraiment de manière très, très courte, quelques réflexions sur les énergies renouvelables en France. Les énergies renouvelables en France, à part l'énergie hydraulique, bien évidemment, ça a à peu près démarré dans les années 2000. Aujourd'hui, 18 ans plus tard, on en est à un parc d'énergie renouvelable, tout confondu, de plus de 23 000 mégawatts, l'équivalent de 13 réacteurs EPR du type Flamanville. Tout ça sont des éléments connus. Ce qui est moins connu, c'est que sur ce parc de puissance électrique quand même conséquent, 88% de cette puissance est localisée dans des communes de moins de 10 000 habitants. 70% dans des communes de moins de 2 000 habitants. C'est-à-dire que ce réservoir d'énergie électrique, et bien évidemment le mouvement, il démarre, on ne fait que démarrer. Et autre chiffre, pour ne parler que de la puissance éolienne, pour les éoliennes, c'est 99% dans des communes de moins de 10 000 habitants. Et on parle de 1200 communes, donc ce n'est pas quelques communes, c'est 1200 communes de moins de 10 000 habitants. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et plus encore demain, ces territoires, qui sont principalement des territoires ruraux, vont être le siège de ces énormes mutations, de ces grands changements, dont on sait que c'est plus simplement implanter un équipement dans un territoire et taper dans la main d'un agriculteur, c'est des projets de territoire avec une complexité, avec des financements participatifs, avec de l'autoconsommation collective, avec des tas d'éléments d'ingénierie territoriale qu'il faudra construire avec les acteurs des territoires. Donc, c'est un défi. C'est un défi économique et technique, et ça, c'est l'affaire des gestionnaires de réseau, sur lequel on a quand même une perspective historique, c'est-à-dire que les réseaux d'électricité et les territoires ruraux, c'est plus de 100 ans d'histoire. Hein, et juste pour citer un chiffre, en France, nous avons 50 clients ou 50 usagers d'électricité par kilomètre de réseau. En Allemagne ou en Angleterre, c'est plus de 100. Donc ça veut dire qu'on a un réseau adapté à des territoires avec faible densité d'habitat. Donc ça, c'est un acquis. C'est un acquis qu'on a co-construit avec les collectivités locales, avec les syndicats d'énergie. Hein. Et donc ça, c'est un acquis aussi en termes de gouvernance, hein, puisqu'on a une gouvernance qui est articulée entre le local et le national. C'est un acquis aussi en termes de patrimoine, mais au-delà de ce défi technique et économique, il y a un véritable défi politique et sociétale, qui est de co-construire cette transition énergétique avec les acteurs de ces territoires. Hein. Et donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Hein. Et avec aussi les mutations que connaissent ces territoires, qui n'ont rien à voir avec l'énergie, mais qui sont nombreuses, qui sont décrites dans des tas d'ouvrages que tu connais mieux que moi, hein, Guy Lui et autres. Hein. Et donc, c'est aussi dans des territoires sensibles que cette mutation se conduit, mais clairement, c'est un des grands enjeux de notre époque qui se joue dans ces territoires. Et donc, on va être très heureux de vous écouter sur ce sujet. Merci. Merci Yvan. Alors, sans transition, je vais passer la parole à Patrice qui va nous présenter le programme et on va démarrer. Bonjour Romain, bonjour Yvan, bonjour tout le monde. Merci d'être venu à cette conférence.
Nous avons eu pour cette conférence beaucoup de demandes de personnes qui souhaitaient participer par visioconférence. Et nous nous excusons pour ceux qui pourront après pouvoir regarder sur YouTube. On n'a malheureusement pas pu offrir cette possibilité du fait de l'équipement de l'amphithéâtre. Mais voilà, donc nous essayerons la prochaine fois de voir dans quelle mesure on peut utiliser évidemment ce moyen pour faire partager la réflexion à un plus grand nombre de personnes. L'idée de cette conférence est partie d'un constat. Il est parti du constat selon lequel les questions de la transition énergétique, qui désigne, comme on le sait, un changement structurel des systèmes de production et de consommation de l'énergie, se sont largement imposées dans les débats académiques, politiques, citoyens, médiatiques, etc. depuis un certain nombre d'années. En France, comme donc en France, comme dans beaucoup d'autres pays, cette transition énergétique est considérée comme pouvant être l'un des leviers les plus efficaces et les plus révolutionnaires pour la transition écologique. Pourquoi? Parce que l'énergie est omniprésente dans notre vie quotidienne. Chaque jour, nous consommons de l'énergie dans notre quotidien, c'est-à-dire dans notre habitat, dans nos déplacements, dans nos lieux de travail, etc. Ainsi, la transition énergétique est devenue un enjeu d'avenir qui nous concerne tous, puisque les ménages, les industriels, les territoires, l'État, etc., sont concernés dans un sens ou dans un autre par la question énergétique. C'est donc dans ce contexte-là qu'il faut comprendre la thèse selon laquelle la recherche de l'efficacité énergétique, ou mieux de la transition énergétique, ne saurait être la seule affaire de l'État ou des industriels. Les collectivités territoriales et les citoyens sont de plus en plus invités à s'engager et à agir. L'actuel ministre français de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, disait dans une interview en janvier dernier que, à terme, chaque territoire, chaque citoyen, s'il le décide, pourra produire sa propre énergie pour sa propre consommation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation énergétique et donc de l'empreinte carbone de nos sociétés contemporaines, la mobilisation et l'association du plus grand nombre possible de citoyens à la définition des objectifs et de la mise en œuvre des moyens adaptés à ces objectifs, aux côtés des pouvoirs publics et des opérateurs économiques, semble faire l'objet d'un large consensus. Après tout, pourquoi serait-on contre une implication des citoyens dans des discussions ou dans des projets qui concerneraient leur vie quotidienne? Seulement, le principe de la participation citoyenne, s'il fait apparemment l'objet d'un large consensus, il n'en demeure pas moins que derrière cette apparence, plusieurs doctrines, une diversité d'acteurs, de types d'acteurs, et plusieurs écoles donc existent. La volonté de faire participer, comme le rappelle la sociologue Marion Carrel, la volonté de faire participer peut désigner des objectifs radicalement opposés, allant de l'opération de communication à la recherche d'une démocratisation des modes d'élaboration des politiques publiques, en passant par l'encouragement à l'activité associative ou à l'activité entrepreneuriale des particuliers. Donc tout ça, c'est des objectifs, on va dire, plus ou moins différents, pour ne pas dire contradictoires, qu'on retrouve derrière l'idée de participation. Autrement dit, derrière l'idée qui paraît plus ou moins simple de participation des citoyens, il y a quand même pas mal de, on va dire, de questions qui peuvent être posées, de difficultés qui peuvent être rencontrées. Et l'objet de cette deuxième conférence, puisque comme le disaient Romain et Yvan Sayar, il y a déjà eu une première conférence en juin dernier, donc l'objet de cette première conférence, c'est d'essayer d'explorer ensemble
les questions soulevées par justement cette participation des citoyens dans les processus, dans les politiques de transition énergétique, avec différents invités. Et l'idée, c'est d'une part d'essayer d'explorer les différentes initiatives qui sont proposées comme des réponses à cet enjeu, et d'autre part d'essayer de voir les difficultés qui sont rencontrées sur le terrain. Et donc pour ça, nous allons vous proposer donc 2 temps, c'est-à-dire 2 entrées. Nous allons dans une première entrée poser la question de l'intégration territoriale de la participation citoyenne dans le domaine de l'énergie, essayer de voir quelles sont les démarches, quelles sont les méthodes, quels sont les leviers et les freins à partir de quelques cas dont on va entendre les intervenants. Et puis dans un deuxième temps, nous allons aussi essayer d'interroger les enjeux et les limites de cette participation, ce qui fera l'objet donc d'une deuxième, ou en tout cas d'un deuxième temps. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis Claudie Guillaumard, je travaille à Enedis et je suis responsable pour Enedis du projet du démonstrateur Smart Grid Solène. Et donc, je vais vous faire cette présentation avec Ruby. Je vais laisser se présenter, qui travaille à l'ON. Quelques mots, je travaille à l'Agence locale de l'énergie de Lorient. Et voilà, je suis chargée de mission dans le projet Solène, mais on aura le temps de discuter plus après. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, alors le projet Solène, c'est un projet qui est très très vaste, donc je pourrais vous en parler pendant 3 heures. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de voir comment on a réussi à intégrer les citoyens dans le cadre de la transition énergétique autour de ce projet Solène. Donc, je vais intervenir sur 3 points avec Ruby. Donc d'abord, une petite présentation rapide, mais pour bien vous expliquer le contexte du projet. Ensuite, on va se focaliser sur les 2 aspects du projet, qui sont d'une part l'écrêtement ciblé, je vous en parlerai tout à l'heure, et puis je laisserai la parole à Ruby pour parler de la maîtrise de la demande en électricité. Puis ensuite, comme le disait Patrice, on aura un temps pour les questions et les réponses. Alors, d'abord, le point de départ du projet. On peut dire que tout a commencé avec, d'une part, un mini smart grid qui était porté par Enedis, alors ERDF à l'époque, sur les îles de Watt et Edic, et pratiquement en même temps, en 2010, par le pacte électrique breton. Alors, le mini smart grid Watt et Edic, c'était une question et une réponse apportée par ERDF sur la sécurisation de l'alimentation électrique de ces 2 îles. Aujourd'hui encore, ces 2 îles sont alimentées par un câble unique qui vient du continent. Lorsque ce câble est soit en avarie, soit en maintenance, donc il n'y a plus d'alimentation qui vient du continent pour ces 2 îles. Le relais est pris par des groupes électrogènes et des panneaux photovoltaïques, et pour répondre, la production qui correspond à cette alimentation ne répond pas à la totalité des besoins. Donc l'idée, c'est comment faire pour mettre en adéquation la consommation avec la production sur ces 2 îles. Et donc déjà, en 2010, on parlait de pré-compteurs communicants. Et l'idée, c'est d'utiliser une fonctionnalité sur ces compteurs qui permet de moduler la puissance sur les 2 îles pour ajuster la consommation globale sur les îles avec la production pendant ces moments un petit peu particuliers. Donc ça, c'est l'aspect technique Enedis. En même temps, le pacte électrique breton. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler. Donc encore une fois, la Bretagne, c'est une péninsule électrique, donc qui ne produit que 12% de sa consommation. Donc il y a une sensibilité particulière pour les élus, les collectivités, mais aussi les citoyens bretons sur la consommation. Et déjà à l'époque, on peut parler de la transition énergétique. Donc entre l'État, la région Bretagne, l'ADEME, RTE et l'ANA ont été signataires de ce pacte électrique breton. Et l'idée, c'était bien de travailler avec ces acteurs sur 3 sujets qui sont la maîtrise de la demande en énergie, le développement des énergies renouvelables et la sécurisation de l'approvisionnement électrique. Donc voilà le contexte. Il se trouve, non, pas tout de suite, que ces 2 idées ont rencontré la volonté d'un territoire qui est le territoire de Lorient Agglomération.
Lorient Agglomération, encore une fois, entre les années 2010 et là, je suis un petit peu vers 2012, avait été déjà une démarche très fortement engagée dans la transition énergétique et souhaitait pouvoir participer de façon encore plus active dans cette démarche. Et donc, il a proposé à Enedis de prêter quelque part son territoire à un démonstrateur qui est le démonstrateur Solène. Donc, voilà la... moi qui fais. Donc, je ne touche plus au bouton. Donc, on arrive en 2012, première proposition pour construire un projet donc, avec les participants que je vous ai cités sur le territoire de Lorient Agglomération, et ça a donné naissance au projet Solène. Donc, Solène pour solidarité, énergie, innovation. Donc, le projet a réellement démarré, je dirais, en back-office en 2014. On a indiqué la date de 2015, puisque en 2015, on a commencé à travailler sur alors le recrutement, c'est un terme que Ruby n'aime pas, l'appel à candidature auprès justement des citoyens de la zone de Lorient pour appel à volontaires pour participer à ce projet Solène. Avec deux étapes qui étaient totalement cruciales, c'était donc le recrutement effectivement de citoyens foyers expérimentateurs, parce que pas de foyer expérimentateur, pas d'expérimentation du tout. Et le deuxième pilier tout aussi indispensable, c'était la pose des compteurs linkés. L'idée du projet Solène étant comment le citoyen, mais aussi la collectivité au sens Lorient Agglomération, peut s'approprier les données électriques pour justement participer à la transition énergétique. Alors, le projet Solène, c'est un projet avec 12 partenaires. Donc, des compétences complémentaires, tous concernés par les problématiques énergétiques et qu'on peut ranger en 5 grandes catégories, on va dire. Donc, évidemment, les énergéticiens, donc RTE, Enedis, mais aussi le pôle électrique breton au sens syndicat du Morbihan, pour ce qui nous concerne. Les institutions au sens collectivité régionale, Lorient Agglomération et aussi la région Bretagne. Alors, un point très important, et d'ailleurs il est au milieu sur la diapositive, c'est la participation des citoyens. Alors, les citoyens ne font pas partie du consortium Solène. Par contre, les associations de consommateurs font partie du consortium Solène. C'est-à-dire que dans notre animation au quotidien du projet, on travaille avec la CSF, on travaille avec l'UFC Que Choisir et on travaille bien sûr avec l'Agence locale de l'énergie qui est quelque part le bras armé de Lorient Agglomération auprès des citoyens. Alors on travaille également avec des entreprises puisque tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous a parlé, mais on travaille aussi sur du numérique, on travaille avec des domoticiens et une part très très importante dans le projet Solène, c'est on travaille aussi avec les universitaires de l'Université de Bretagne Sud. Alors d'ailleurs, l'Université de Bretagne Sud cache derrière elle, on travaille aussi avec l'Université de Bretagne Ouest et Télécom Bretagne. Et on a dans le projet Solène une particularité par rapport au projet d'Enedis classiques qui sont plus techniques, c'est qu'on a un très très gros volet comportemental, c'est-à-dire sur les 9 lots que comporte le projet, on a un lot entier qui s'attache à essayer de comprendre comment les citoyens vont s'approprier ces nouvelles technologies et s'approprier donc ce qu'on essaye de tester dans le projet. Alors, et un dernier point, le projet Solène est un projet qui est subventionné par l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir, hauteur de 13 millions d'euros, durée du projet 4 ans. Donc, je vous ai parlé démarrage du projet 2014, on est en 2018, on est en phase de résultat et donc le projet va se terminer 30 septembre 2018. Voilà, donc voilà le projet. Alors, je vous ai parlé de la façon dont il était composé, je ne vous ai pas encore dit sur quoi on allait travailler. J'y viens. Donc, des citoyens, des associations, des acteurs publics et académiques, en fait, 3 enjeux. Donc vous retrouvez 2 des enjeux qui sont ceux du pacte électrique breton, la maîtrise de la demande en énergie et la sécurisation du réseau. Et ces 2 sujets étant sous-tendus par évidemment la collecte, transmission
et exploitation des données électriques qui sont transmises par le compteur Linky. Donc, sur la maîtrise de demande en énergie, c'est Ruby qui va vous en parler plus en détail, mais l'idée, c'est bien d'amener le citoyen à mieux comprendre sa consommation pour mieux la gérer. Sur ce point-là, je ne vais pas en dire plus. Sur la sécurisation du réseau, je vous ai parlé tout à fait au début de l'expérimentation de Watt et EDIC. En fait, l'idée là, c'est d'essayer quelque part de transposer cette notion de moduler une puissance disponible sur une zone qui n'est pas isolée, puisque c'est le territoire de l'Orient Agglo, et de voir s'il est possible d'utiliser ce nouveau levier comme une alternative au délestage en cas de contrainte réseau. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Voilà, et encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait avec des domoticiens, on travaille avec les systèmes d'information. Tout ça, ça doit être présenté aux citoyens, mais aussi présenté à la collectivité territoriale, de façon à ce que ça soit une véritable information exploitable. C'est le dernier volet du projet. Et je donne la parole à Ruby pour qu'elle vous explique comment les foyers, Je te corrige toujours, hein. Ah, oui. Même après 4 ans. Même après 4 ans. Alors, du coup, dans notre panel de volontaires, nous avions donc 4 panels. Les témoins, donc, qui, eux, comme dans un échantillon de témoins, n'étaient pas animés ou n'avaient pas de sensibilisation particulière, ils étaient juste témoins et acceptaient de faire remonter leurs données. Il y avait ceux qui faisaient partie du panel domotique, donc environ 80 foyers. Eux avaient accès à des appareils de domotique avec les sociétés Viti et Deltador qui testaient l'affichage de leur consommation, donc j'y viendrai un peu après. Et enfin, les 2 panels qui, moi, me concernent le plus, parce que c'était ceux qui concernaient le plus à l'ON, c'est le coaching individuel, où alors là, on est allé vraiment sensibiliser les gens chez eux. Donc c'était vraiment du qualitatif, donc ça a concerné environ 70 foyers. Et l'animation collective qui nous a vraiment fait progresser, c'est là-dessus que je dirais le plus de choses aujourd'hui, parce que ça se situe entre 50 foyers si on compte vraiment les plus motivés, les plus volontaires, et 700 foyers si on regarde juste ceux qui sont venus de manière générale sur le site. Par rapport à notre recherche de volontaires, notre recrutement, il y a eu 2 phases en fait sur les 2 premiers hivers. Une première phase, on va dire, en porte-à-porte avec des étudiants qui ont été formés là-dessus. Donc le porte-à-porte qui avait des avantages parce qu'on va directement parler aux personnes et tout ce qui est changement de comportement individuel, ça fonctionne mieux. Donc on a recruté très facilement pour le panel individuel, surtout pour ce genre d'appel à volontaires gratuit. Et par contre, pour l'animation collective, c'était un peu plus long. Et on a vu en plus les travers que ça donnait quand on veut faire de l'animation collective avec des gens qui sont recrutés de manière individuelle. Ça peut poser certains problèmes d'engagement sur la durée. Alors que quand on recrute des groupes directement faits, par exemple dans certaines animations comme Famille à énergie positive, dans d'autres régions, là ça marche peut-être mieux sur la durée. Et la deuxième méthode, ça a été le 2e hiver où on a utilisé le site Tissolène pour l'animation collective du 2e hiver. Et effectivement, là, ça a bien marché pour tout ce qui était les personnes qui étaient plutôt technophiles et qui avaient besoin de plus d'outillage Internet, plus d'affichage des consommations et qui étaient plus spécialisés là-dessus. Donc, dans notre animation collective, on voit plutôt 2 profils de personnes. Je vous laisserai me poser des questions à la fin sur le recrutement parce que ça pourrait faire l'objet d'une session à part entière. Donc, je mets juste un petit focus sur l'importance des associations de consommateurs pour encourager la participation citoyenne. Donc l'UFC Que Choisir et la CSF étaient très présentes. Et la CSF avait notamment 2 permanences physiques, une à Plumeur et une à Lorient, qui nous ont vraiment permis d'aller au contact des gens et de résoudre des problèmes et des situations, répondre aux questions directement. Donc ça, c'était très important. Je vais compléter par rapport au panel. Donc là, compléter par rapport au panel, on a parlé de 1000 clients expérimentateurs pour le projet. Donc ça peut paraître très peu. En même temps, quand il s'agit d'aller chercher des gens pour leur demander s'ils acceptent à la fois
de participer à quelque chose qui peut être contraignant. Par exemple, sur l'écrêtement ciblé, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est quelque chose de contraignant. Sachant que ces clients, que ces foyers ne sont pas rémunérés, c'est déjà un chiffre qui est tout à fait conséquent. Et un autre point sur lequel je voulais insister, c'est donc ces 1000 foyers recrutés sur une zone de 17 000 foyers. Donc c'est conséquent, et on a réussi au niveau des 2 étapes dont parlait Ruby à réunir environ à chaque fois entre 900 et 1000 foyers. Donc ça, c'est vraiment un des enseignements du projet. Voilà, alors je vais faire un dernier zoom sur l'écrêtement. Alors pour le panel, peut-être un dernier point. Donc, vous voyez, on n'a pas du tout parlé d'écrêtement sur la description du panel. Il se trouve que chacun de ces panels précisés ici, donc témoins domotiques, était coupé en 2, avec une partie qui acceptait de tester l'écrêtement ciblé avec nous et une partie qui ne testait pas l'écrêtement ciblé. Voilà, juste pour que vous ayez bien ça en tête. Ce qui fait que tout au long de l'expérimentation, on a pu travailler avec à peu près 300 foyers volontaires pour tester l'écrêtement. Alors, l'écrêtement ciblé, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé de watts et EDIC, donc vous avez bien compris, l'idée c'est de pouvoir moduler une puissance disponible pour pouvoir la répartir entre un certain nombre de citoyens. Donc là, on se place dans un cas très très particulier, c'est-à-dire qu'on étudie la possibilité de faire une alternative au délestage. Donc il faut bien se mettre en tête qu'on se met dans une situation de contrainte électrique sur le réseau. Donc cette contrainte ne peut pas être levée par les moyens ordinaires, donc d'abord les moyens techniques et puis ensuite les moyens d'offre de marché. Et donc aujourd'hui, le dernier recours qu'a Enedis pour éviter un écroulement global, enfin je le dis un peu brutalement, mais du réseau, c'est finalement d'isoler une certaine zone et de faire un délestage, donc de mettre tout le monde à zéro. Donc ça, c'est quelque chose que les uns et les autres on a connu ou dont on a entendu parler. Donc l'idée de l'écrêtement, c'est au lieu de faire un délestage à zéro, eh bien, de faire un délestage, mais qui ne serait pas à zéro, avec une alimentation électrique minimale qui permettrait d'avoir dans chacun des foyers un peu de lumière, un peu de chauffage et le congélateur qui fonctionne. Donc on est bien dans une fonctionnalité qui est permise par le compteur, qui est totalement novatrice et qui met en œuvre la solidarité entre citoyens. Alors pourquoi? Parce que vous comprenez bien que quand on a un certain nombre de personnes qui peuvent être mises dans le noir, avec des guillemets, pour éviter la contrainte du réseau, il va falloir élargir un tout petit peu cette zone pour que tout le monde ait un petit peu d'électricité. Voilà, donc c'est ça qu'on a testé dans le projet Solène. Donc on a testé cet écrêtement sur 3 niveaux. Évidemment, le premier niveau, c'est le niveau technique. Il faut que Enedis soit capable de mettre en place tous les process techniques qui permettent de réaliser cette baisse de puissance. Donc là, on vient de terminer le 28 mars notre dernier test d'écrêtement et je peux vous dire qu'on a donc fait 22 tests sur les 3 hivers qui ont été un succès. Donc aujourd'hui, on est capable de dire qu'à l'échelle du démonstrateur, c'est possible. Premier volet. Deuxième volet, on a testé l'acceptabilité par le citoyen. Parce que ces volontaires, vous avez bien en tête, ils ont normalement la possibilité d'utiliser toute l'électricité qu'ils veulent chez eux. Et comme ils ont accepté de jouer avec nous sur l'écrêtement ciblé, pendant 2 heures, à des moments donnés, on va leur baisser l'électricité et ils n'auront plus la possibilité que d'avoir une lumière et puis les plaques électriques. Voilà, donc voir comment ça, c'est acceptable par nos concitoyens. Donc pour ça, on a travaillé avec l'Université de Bretagne Sud, justement dont je vous parlais, sur un volet très important. Donc ils ont mené des enquêtes, il y a eu 4 enquêtes, alors qui ne portaient pas uniquement sur cet aspect écrêtement ciblé, mais aussi sur cet aspect pour voir comment c'est ressenti par nos concitoyens. Et le troisième point, qui est plus discret, mais qui est tout aussi indispensable, c'est nous, côté Enedis, on a besoin de savoir quel est l'algorithme qui nous permet de décider à quel niveau de puissance on va baisser la puissance souscrite du client. Voilà sur l'écrêtement ciblé. Bien sûr.
nous, on aimait bien à l'ON avoir une petite métaphore pour expliquer l'écrêtement ciblé en quelques mots. On voyait ça un peu comme un test d'alerte incendie, en fait, comme on a dans les bâtiments. Voilà, dans vos bâtiments, vous avez dû avoir des alarmes incendie pour tester si tout le monde est capable de sortir du bâtiment suite à un appel sonore. Les tests d'écrêtement ciblé, c'était un peu ça. Est-ce que quand on envoie un SMS, on alerte les gens? Est-ce qu'ils sont capables de diminuer la puissance chez eux? Est-ce qu'ils l'acceptent? Et est-ce que du coup, on peut baisser la puissance appelable sur le réseau? Je dis ça pour les notes en haut. Donc maintenant, je passe la parole à Ruby qui va vous développer tout ce qu'on a fait sur la maîtrise de la demande en énergie. Alors sur ce volet-là, en fait, l'objectif c'était de comparer nos différentes techniques de sensibilisation et d'animation pour le changement de comportement et bien sûr la maîtrise de la demande en énergie. Donc on a testé différentes méthodes, donc l'animation collective et le coaching individuel dont je vous ai parlé tout à l'heure, et bien sûr en parallèle tout ce qui était mise à disposition d'informations électriques via des sites internet, avec le panel domotique. Il y avait différents sites qui présentaient les consommations, ou le site Tisolène qui nous était réservé pour les panels individuels et collectifs, où on pouvait afficher les consommations de différentes manières. J'y viendrai après. Tout ça a été analysé donc, par des équipes de chercheurs, statisticiens, sociologues, avec des notions de psychologie, etc., de manière comportementale et statistique. Et ça nous a permis, nous, en tout cas, d'ajuster nos méthodes d'animation collective pour le 3e hiver et puis pour la suite du projet Solène, de ce qu'on pourra en faire, en tout cas, sur le territoire de Lorient Agglomération. Donc pour la suite, je vais juste focuser mon dialogue sur les données, l'apport des sciences humaines et la nécessaire implication des usagers. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les garder pour la suite. Alors, par rapport aux données individuelles, le principe, c'était de tester l'affichage des index et courbes de charge sur des portails web. Est-ce que ça pouvait servir aux gens? Donc, on a travaillé sur cette demande en énergie. On a demandé au foyer de bien vouloir consentir au transfert de leurs données pour qu'on puisse les afficher. Là, je parle bien de données individuelles parce que c'est des individus qui acceptent de consentir à donner leurs données pour qu'elles leur reçoient individuellement affichées. Mais il y a aussi un autre volet du projet Solène qui s'occupait des données agrégées de manière à en faire des cartographies territoriales et travailler sur la politique énergétique territoriale. C'est encore un autre volet. Alors sur les recommandations de la CNIL, le consentement doit être libre, spécifique et éclairé. Donc on a bien travaillé sur cette histoire de consentement et notamment avec le fameux Green Button. C'est une notion qui nous vient des États-Unis, c'était une première en France. L'idée, c'est que sur le site internet qui permet l'affichage des consommations, il y a un green button, un bouton cliquable qui permet, donc là vous avez un exemple un peu plus élaboré de type de fiche question que les gens peuvent remplir. Une fois qu'ils ont bien lu toutes les cases et bien tout rempli, grâce à ce green button, ils comprennent normalement de façon éclairée qu'ils ont transmis leurs données à un tiers de confiance et peuvent afficher leurs informations en toute sécurité. Donc on a bien testé tous les tuyaux qui permettaient de informatiquement créer ce green button et ça a mis déjà une bonne partie. Nous on a travaillé sur la pédagogie autour de ça pour faire comprendre aux gens ce que c'était en fait la transmission de leurs données. Bien sûr, on a pu travailler aussi sur l'affichage et la transformation des données en information et après en action. Je vous parlerai de ça peut-être un peu plus à la fin, la nécessité de transformer les données en information, mais aussi en action pour les particuliers. Claudie, tu avais quelque chose à ajouter? Je vais peut-être compléter sur cette histoire de consentement à fournir ces données pour un projet. Là, on est bien d'accord, on parle de nos clients expérimentateurs, les fameux 1000, qui ont accepté que leurs données soient utilisées dans le cadre du projet par un certain nombre de partenaires, donc par l'université, par la LON, par Niji, par exemple, qui a construit les plateformes pour les objectifs du projet. Et le Green Button, dans ce cadre, il permet l'acceptation par le client justement de la fourniture de ces données, mais aussi, et c'est très important, il permet au client de revenir dessus le lendemain s'il le souhaite ou le surlendemain pour modifier son consentement, voire le révoquer.
Et toute cette tuyauterie qui est cachée derrière un gros bouton vert sur le site, en fait, on est trop long. 5 minutes. 5 minutes, ok. Enfin, je voulais juste insister sur ce point-là, parce que c'est important d'avoir bien en tête que le client, à chaque instant, il peut changer d'avis et révoquer, et c'est automatiquement vérifié derrière par Enedis pour supprimer l'envoi des données. Je vais essayer de faire la suite un peu plus accélérée, du coup. Donc voici un exemple d'affichage des consommations sur notre site Solène. Donc très brièvement, il y avait des comparaisons entre foyers de leur courbe de consommation, leur courbe de charge, donc la puissance appelable à chaque 10 minutes par votre maison. C'était comparé avec des données météo. Il y avait toutes sortes de tableaux de bord, toutes sortes de conseils sur les éco-gestes et de liens vers les réseaux sociaux. Je vais passer brièvement sur cette partie. Tous nos types d'affichage des consommations ont été étudiés en fait, par différents profils chercheurs et statisticiens, mais surtout chercheurs en sciences sociales. Donc, il y a eu déjà 2 travaux réalisés à ce sujet par l'équipe de sociologues et d'ergonomes. Tout d'abord, un travail sur la plateforme idéale avec un dépôt de logiciel ApplyConso. Donc ça, c'était notamment, ça a permis notamment de créer un livrable sur les recommandations d'amélioration des portails Internet, un peu pour créer le portail idéal, pas forcément réaliste, mais en tout cas idéal pour transmettre l'information à la personne qui l'utilise. Vraiment en termes d'ergonomie, donc ça nous a vraiment été utile. Et il y a eu aussi toute une analyse de l'appropriation de la technologie par l'individu. Qu'est-ce qui la facilite, qu'est-ce qui l'entrave? Donc vraiment une analyse socio-ergonomique très poussée sur les 3 sites donc de Niji, Deltador et Solène, qui nous a vraiment permis de comprendre nos erreurs et de bien prendre en compte dès le début le besoin client. Si je dois résumer très brièvement, voilà, bien prendre en compte le besoin client, mais c'est souvent des erreurs typiques. Après, voilà, on a plein d'améliorations à faire. On a réussi à faire des sites quand même intéressants. Je vous laisserai me poser des questions à la suite. Et une deuxième partie, un deuxième type d'études qui était, on va dire plutôt les études quantitatives, c'est tout ce qui était études marketing longitudinales, avec notamment l'identification des valeurs pour l'individu d'une pratique de la maîtrise de la consommation d'électricité. En bref, c'était qu'est-ce qui fait qu'on se met à faire tel ou tel éco-geste, quelles sont les valeurs de notre pratique. Ça peut être, finalement, on ne fait pas des éco-gestes pour l'environnement, mais on fait tout simplement pour la bonne maîtrise de son foyer, parce qu'on aime gérer son foyer. Ou alors, par estime de soi, couper la lumière, ça me permet de me sentir bien. On y procure du plaisir, en fait, à faire ces éco-gestes à la maison, ou alors, tout simplement, pour la bonne éducation des enfants. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres valeurs que juste pour faire des économies de sous, ou alors pour l'environnement. Et ça a été vraiment intéressant. Donc, pour toutes ces études universitaires, elles seront bien sûr ouvertes à tous à la fin du projet Solène, et certaines sont déjà disponibles. Donc n'hésitez pas à contacter nos universitaires. Vous pouvez passer par moi, je transmettrai. Et nous, à LEN, et donc là c'est la diapo peut-être la plus importante, je finirai là-dessus, c'est les mises en application de ces enseignements. Ça nous a appris énormément de choses, parce qu'en fait, il y a eu un gros travail dans le consortium en B2B déjà avec nos chercheurs, au fur et à mesure des 3 ans, pour essayer d'améliorer nos techniques. Au fur et à mesure, on n'a pas attendu la fin du projet pour dire ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et ça nous a permis d'améliorer tout au long du projet. Donc tout d'abord, par rapport à l'intérêt des participants, il était nécessaire d'impliquer les usagers dès le début, donc pour les sites, donc on l'a vu tout à l'heure, mais pas forcément aussi même dans nos méthodes de travail avec eux. Nous, on est passé en termes de profil métier d'animateur à facilitateur. C'est-à-dire qu'avant, on avait des techniques de sensibilisation aux économies d'énergie qui étaient très descendantes, avec, je ne sais pas si vous connaissez, tout ce qui est flyer ADEME, où on donne des informations aux gens, on leur dit voilà ce qu'il faut faire, voilà, le réchauffement climatique, c'est pas bien, etc., etc. Et là, on a pris vraiment un profil métier différent, où on ne fait plus avec, mais on fait avec les gens et pas pour, contrairement à ce que dit mon diapo. On ne fait pas pour, on fait avec, c'est l'inverse.
Et ça permet vraiment d'inclure les gens dans un groupe, dans un procédé, et donc ils sont d'autant plus motivés à faire ce dont on leur parle dans le temps. Il y a une notion d'estime de soi aussi, d'implication qui sont intéressantes. Ça nous a permis aussi de mieux comprendre les effets de groupe et d'aller vers des ateliers de plus en plus engageants. Là, vous avez un exemple de type d'atelier ici, qui s'appelait les parcours de la transition écologique, où on avait des aventuriers dedans et non plus des volontaires. Donc on a fait tout un storytelling de l'aventure autour de ça. On a proposé plein de parcours et d'ateliers engageants. Au début, on n'osait pas trop obliger les gens à venir à nos ateliers. Et en fait, on s'est rendu compte que si, c'est ça qui permettait de créer de l'effet de groupe. Donc c'est à partir du moment où on s'engageait dans nos ateliers, on faisait 6 sessions, sinon on ne les faisait pas. Et on communiquait régulièrement avec eux sur les progrès et on les inclut aussi dans cette communication pour qu'ils en parlent autour d'eux. Donc on faisait vraiment avec. Deuxième point, c'était bien transformer la donnée en information et en action, donc avec des représentations adaptées suite au conseil de nos ergonomes sur les sites et en utilisant tous les procédés de ludification, de storytelling, c'est tout ce qui est créer une histoire en fait autour de tout ça. Parce que les gens, ça ne va pas les intéresser si ils ne se sentent pas impliqués dans une aventure. Si c'est juste des ateliers, ils y vont une fois, ils repartent, c'est pas intéressant pour changer durablement son comportement et être un peu emmené dans comme on s'inscrit dans une association finalement. Là, ils s'inscrivent dans un groupe pour une année et ce n'est pas juste des ateliers comme les ateliers qu'on faisait avant, ils venaient une fois, ils ne revenaient pas. Et les nudges, mais ça, je me permettrai de vous garder ça. Si vous avez des questions sur les nudges, vous me poserez la question après. Et enfin, dernier point, sensibiliser par la pratique. Alors ça, c'était un des points très importants. C'est ce que nous disaient nos sociologues sur le cercle vertueux de la pratique. On a bien compris qu'il fallait engager les gens très tôt à pratiquer, c'est-à-dire dès nos premiers ateliers, leur commencer à faire des choses sans forcément informer comme on le faisait au début. Et à partir du moment où il y a pratique, il y a des déclics qui se font, les gens se rendent compte que finalement c'est pas si compliqué. Et on peut très bien commencer par un atelier simple sur les lessives écologiques qui amène au bout de 6 sessions à une vraie réflexion sur la transition énergétique. Et ça c'est vraiment des choses qu'on n'avait pas avant le projet Solène. Parce que les changements d'usage sont effectifs si les avantages sont ressentis individuellement par les personnes. Donc voilà. Et donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a créé plusieurs groupes sur le territoire et on en a impliqué d'autres qui viennent d'autres associations. Donc on a au moins une dizaine de petites communautés créées, donc on est très contents de ça. Et on va tous les impliquer dans la rédaction du plan climat de Lorient Agglo. Donc au cours d'une soirée dit remue-ménage le 19 avril. Et là, on est en train d'exploser nos scores en termes de recrutement parce qu'on va presque avoir 100 personnes. Donc voilà, on est plutôt contents de tout ça. Et on vous invite pour les résultats plus développés le 14 septembre pour la fin du projet Solène. Je vais me représenter rapidement. Moi, c'est Maxime Sourdin. Je travaille pour Nantes Métropole au pôle Animation, Développement Durable, Climat. Je suis chargé de mission sur la transition énergétique. Et je suis aussi, du coup, un ancien du Master Concertation des territoires en transition. Première promotion en 2016. Et donc j'ai atterri à Nantes Métropole suite à une alternance chez eux, justement sur le grand débat sur la transition énergétique. Et donc à 2 voix, on va vous présenter un processus de participation citoyenne à l'échelle de la métropole de Nantes, donc 24 communes, 600 000 habitants, qui a eu lieu entre le 13 septembre 2016 et le 31 mars 2017. Voilà. Bonjour à tous, merci de nous recevoir, de nous donner l'opportunité de parler de ce grand débat. Donc moi je suis Catherine Vera, je suis chargée de mission au pôle dialogue citoyen, évaluation et prospective, donc un pôle qui a pour mission d'accompagner direction et services dans leurs projets en incluant de la participation citoyenne ou d'acteurs au sens large quand l'opportunité est bien posée. Voilà, alors les grands débats, juste en préalable, c'est quoi les grands débats? Déjà, le dialogue citoyen, c'est un des marqueurs de ce mandat, du marqueur de ce mandat de notre maire présidente Johanna Roland. Les grands débats, ce sont, on va dire, on a différents formats de participation et les grands débats sont un des axes structurants du dialogue citoyen.
en général qui traitent on va dire, de sujets à enjeu stratégiques à l'échelle métropolitaine. Donc c'est à la fois une offre de participation et c'est aussi un exercice de prospective puisqu'il correspond, correspondent aussi aux défis que se pose notre territoire, sur lequel des décisions sont importantes et par lesquelles la participation citoyenne, citoyenne et acteurs peut nourrir les décisions des élus. Donc c'est un format assez spécifique, assez particulier. Il y en a 3 sur ce mandat. Donc le précédent, avant la transition énergétique, traitait de la question de la Loire et de la centralité urbaine, qui s'appelait Nantes, la Loire et nous, 2016-2017, donc la transition, le débat transition énergétique, c'est nous, et le prochain qui traitera plutôt de la transition démographique avec un débat sur la question du vieillissement. Ça, c'était pour vous restituer le cadre. Maintenant, le grand débat sur la transition énergétique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un débat qui a été voté, décidé à l'unanimité en Conseil métropolitain en avril 2016. C'est important de le noter parce que ça donne aussi une force au portage politique et de la mise en visibilité aussi des actions et des atterrissages aussi de cette grande consultation citoyenne. Les finalités telles qu'elles ont été définies dans cette délibération, c'était de faire de la métropole nantaise un territoire de référence en matière de transition énergétique, de mobiliser citoyens et acteurs, et pour, j'allais dire, accélérer la mise en mouvement du territoire et garder un temps d'avance tel que ça a été écrit. Voilà, alors ce grand débat, il s'est structuré autour de 4 grandes questions. Ces 4 grandes questions, vous les avez, hein, c'était sur la question des modes de vie. La seconde question était tournée autour des paysages et des nouveaux usages. Le troisième questionnement était autour de l'accès à l'énergie, et le dernier questionnement était sur l'énergie. Donc ça donne le périmètre du grand débat, c'est-à-dire c'est ce sur quoi on va débattre et contribuer. Ces questions, elles ne sont pas venues de nulle part, elles ont été issues d'une réflexion avec les élus des 24 communes via des ateliers prospectifs et aussi via des acteurs du territoire métropolitain. Voilà, alors c'est vrai que la transition énergétique, c'est quand même un sujet qui restait complexe, qui a été souvent, j'allais dire, confisqué par des paroles techniciennes, expertes. Pascal Chabot, qui est philosophe et qui a, dans la première introduction d'une audition, disait que c'était un peu la boîte noire. Donc là, c'était aussi ouvrir cette boîte noire et laisser la possibilité de réintroduire du citoyen, enfin du citoyen au sens large sur ces questions. Et le deuxième point important à noter, c'est qu'il y avait une nécessité aussi de recontextualiser cette question-là. Donc à la fois, j'allais dire, recontextualiser par des questionnements qui nous touchent, qui nous impactent directement, hein, sur la question des modes de vie, enfin, voilà, qui a vraiment en lien avec le quotidien. Et recontextualiser aussi parce que ces questions, elles ont été aussi éclairées par un certain nombre de données générales, mais aussi de données au territoire. Donc, ce qui a fait l'objet de ce qu'on appelle un document socle et qui est valable aussi pour chaque grand débat, mais voilà, qui redonne un peu sur chaque questionnement, chaque enjeu, un éclairage sur ces enjeux-là, sur ces 4 questions. Je m'égare. Voilà. Et puis,
L'autre point aussi, quand je disais qu'il y avait nécessité de recontextualiser, de redonner aussi voilà, quelque chose qui pouvait raccrocher les citoyens dans leur quotidien, ce qui peut m'impacter directement. La spécificité de ce grand débat, et c'est Maxime qui va surtout développer ce volet-là, c'était vraiment la question du débat, pas seulement un débat d'idées, mais aussi un débat du faire, et donc de partir aussi de l'action, de l'expérimentation, d'expérimenter vraiment des choses pour, voilà, à la fois que ça incarne les choses et donner cette capacité d'agir aussi sur cette question de la transition énergétique. Voilà, une introduction un peu longue. Les modalités du débat, donc il y a une commission indépendante à qui a été confié ce débat. Donc quatre membres entièrement bénévoles qui se sont consacrés durant plus de 7 mois de débat et qui ont été à la fois les garants du bon déroulé du débat, qui portaient aussi, qui avaient la charge de faire respecter aussi les principes et les valeurs du débat, qui s'incarnaient aussi dans une charte, voilà, de l'incarner et de produire effectivement aussi le rapport final, puisque c'était à eux qu'était confiée cette mission, et d'apporter au bout du compte, après l'analyse de l'ensemble des contributions et de l'analyse du débat du fer, d'apporter des recommandations pour les porter ensuite aux politiques. Juste du coup pour préciser, c'est 4 citoyens qui étaient actifs, qui estiment sur le temps du débat avoir donné par personne une journée de travail par semaine, donc pendant presque 9 mois. Et ils ont été nommés sur proposition des partis majoritaires au Conseil métropolitain. Donc ce sont des personnes qui connaissaient des élus, mais qui n'étaient pas encartées. Voilà, alors 7 mois de débat, comme l'a rappelé Maxime, hein, ouverture le 13 septembre et clôture le 31 mars. Alors, durant ces 7 mois de débat, différentes modalités de contribution. C'est la diapo, ça passe des choses, voilà. Différentes modalités de contribution, à la fois en distanciel et puis à la fois en présentiel. Donc d'un point de vue individuel, si je suis citoyen, je peux effectivement assister aux auditions publiques, je peux poster une contribution individuelle, qui peut être une idée, etc., une photo, voilà, apporter une contribution. Et puis je peux aussi faire partie d'une des 6 communautés qui ont été proposées, ce qu'on appelle effectivement le débat du fer. Donc plusieurs communautés, mais qu'on va vous dérouler pour la suite. Donc avec l'idée vraiment d'expérimenter, de tester et d'apprendre à plusieurs et d'une manière collective. Et ça a été la grande force aussi de ce grand débat. Et puis, eh bien, si je suis un acteur ou un collectif organisé, là, j'ai la possibilité effectivement de rédiger un cahier d'acteurs. Donc, c'est un format particulier puisque, voilà, là, on peut faire part d'une vision, d'une innovation, d'une expérience. Et c'est un format très particulier pour garantir aussi un équilibre dans les différents cahiers d'acteurs qui sont proposés. À l'issue du grand débat, il y en a 160 cahiers d'acteurs. On pouvait aussi labelliser un événement et puis participer à des séminaires d'acteurs. Donc toute une palette ou en tout cas une largeur de participation avec des modalités diverses pour rentrer justement sur cette question de la transition énergétique. Donc, des grands principes qui soutenaient ce processus de participation. On l'a dit, l'indépendance, mais ça c'est via la commission indépendante du grand débat. L'expérimentation, on l'a vu, enfin, ouais, on va le voir plus précisément sur le débat du fer. L'idée de proximité, c'est-à-dire que aussi pour faire connaître ce grand débat et aller chercher, on parlait de recrutement aussi, aller chercher du public
un conteneur s'est déplacé dans différents endroits du quartier et de l'agglomération, et où la commission, les membres de la commission étaient très actifs aussi pour faire connaître et inviter les gens à participer. Voilà, inviter les gens à participer. La traçabilité, un site dédié complètement à la transition énergétique a été ouvert, qui était la maison, on va dire la maison mère de cette grande consultation. Et puis, alors ce qu'on a appelé un écosystème, voilà, là c'est plutôt le volet expertise, approche par les séminaires d'acteurs. Voilà, merci. Donc, le débat de l'action, on va peut-être passer cette diapo-là. Donc, je vous dis, il y avait plusieurs communautés. On avait les arpenteurs, les astucieux, les défricheurs, les évaluateurs, les précurseurs. Voilà, on avait 6. Et donc, moi, je vais introduire celle des évaluateurs parce que c'est celle que j'ai suivie plus particulièrement. Donc, dans ce débat du FAIR, l'idée, c'était de pouvoir donner l'occasion, en tout cas par l'évaluation, c'est-à-dire de pouvoir, comment dire, en gros, une équipe de citoyens, enfin une communauté de citoyens, on était une cinquantaine, avec voilà, une cinquantaine au départ et puis un noyau dur qui est vraiment resté tout au long du processus pendant 7 mois avec nous, 35 participants actifs, ont pu évaluer des projets à la fois métropolitains et des projets des communes. C'est-à-dire qu'on a entièrement, donc en s'appuyant sur une démarche évaluative, donc on a, j'allais dire, délégué l'évaluation, ou en tout cas un regard évaluatif, hein, pour être plus modeste, mais à des citoyens qui ont, j'allais dire, évalué, mais dans les règles de l'art, en posant les questions évaluatives, en posant les critères pour y répondre, en allant investiguer sur le terrain, en allant chercher des méthodes et en produisant aussi un rapport et des recommandations. En gros, pour reprendre un peu de hauteur, le pari du débat, c'était, tout à l'heure on a parlé de faire avec, là c'était de faire faire. Et du coup, pour chacune des communautés de citoyens, la métropole a mandaté des prestataires qui étaient spécialistes d'une ingénierie d'accompagnement. Et donc ça a donné lieu à 6 différents groupes qui ont testé, expérimenté différents aspects de la transition énergétique. On a décidé de focaliser sur 3 en particulier parce qu'on estime que c'est celles qui sont le plus spécifiques et innovantes. Parce qu'entre autres, on avait repris les processus type famille à énergie positive, famille zéro déchet, qu'on a aussi décliné sur les entreprises et les écoles. Et puis les arpenteurs qui faisaient des expéditions urbaines au travers de la métropole pour découvrir justement les impacts de la transition énergétique sur les questions d'architecture et d'urbanisme, mais qui sont des modalités finalement assez classiques. Donc par exemple les astucieux, tout à l'heure on a évoqué très brièvement les nudges, mais là l'idée justement c'était de travailler les questions de la précarité énergétique, qui, grâce au travail avec les citoyens, s'est transformé en question de vulnérabilité énergétique, puisque les citoyens précaires détestent le mot précaire. Et d'ailleurs, leur conclusion au terme de leur travail, c'est de dire que c'est l'énergie qui appauvrit. Donc là, on a travaillé avec une sociologue chercheuse qui a fait du recrutement de terrain auprès d'associations de quartiers, de différents réseaux qu'elle côtoie, pour travailler avec ces personnes qui ont, au fur et à mesure du processus, accepté d'ouvrir leur appartement, puisqu'ils vivent donc en situation de vulnérabilité énergétique. Et l'idée, c'était qu'en ouvrant l'appartement, ces gens s'apercevaient que d'autres vivaient la même chose qu'eux, pour ensuite se constituer en collectif, grâce à la construction d'un livre, d'un guide qu'ils ont appelé « Maîtriser votre énergie ». Mais en fait, le guide, le support n'est qu'un prétexte à construire un collectif de personnes capables ensuite de faire valoir leurs idées auprès de d'autres parties prenantes, typiquement bailleurs sociaux, fournisseurs d'énergie, etc. Et puis ce groupe a aussi décidé de rédiger un cahier d'acteurs pour être sûr de faire partie de l'instruction technique du débat et puis pour qu'il y ait des suites
à ce qu'ils ont fait. Activateur, on a aussi de faire un petit focus aussi là-dessus. Il y a beaucoup de collectivités qui se positionnent sur la construction d'un budget participatif ou bien l'ouverture d'une plateforme de financement participatif pour aider leurs porteurs de projets locaux. Nous, on a fait plutôt le pari d'accompagner des porteurs de projets à monter leur campagne de financement. Donc pour ça, on a travaillé avec une start-up locale, We Do Good, qui fait de l'investissement participatif, qui est seulement une des formes nombreuses du financement. Et là, on a accompagné 10 porteurs de projets associatifs et entreprises à monter leur campagne. Donc au cours de 4 ateliers, ils ont été formés à ce que c'était que le financement participatif et comment on menait une campagne, avec le pari de réaliser cette campagne pendant le temps du débat. Autant vous dire que ça a été un gros challenge parce qu'ils étaient 10, à lancer quasiment tous leur campagne en même temps. L'idée aussi pour la collectivité, c'est d'aller un peu se questionner sur cette question des financements, puisque sur la transition énergétique, c'est aussi un peu le nerf de la guerre. Sans dire que tous les projets maintenant du territoire devront passer par un financement participatif, l'idée c'est pas qu'on dédouane la collectivité de son rôle d'accompagnement de projet, mais de dire que sur de l'émergence de projets et aussi pour des raisons de partage du projet avec le territoire, c'est intéressant d'aller explorer cette piste. Et donc là, on a eu 2400 donateurs sur les 10 projets pour une récolte totale de 145 000 €. Et je ne l'ai pas écrit là, mais nous, la collectivité, ça nous a coûté 28 000 € sur les 145 000 récoltés. Accompagnement des porteurs de projets, plus aide pendant les campagnes de financement participatif. La collectivité a donné 20% de la somme que chaque projet recherchait. Très rapidement sur les résultats, donc sur les cahiers d'acteurs, vous voyez les différents chiffres des parties prenantes qui en ont rédigé un. Et puis sur les séminaires d'acteurs, donc il y en a eu 5 dans le cadre du débat. L'idée c'était d'aller tester justement l'écosystème métropolitain pour savoir s'il y avait déjà une forme de gouvernance de la transition énergétique. Sur des acteurs avec lesquels on avait déjà l'habitude de travailler, on avait une liste de 300 sur les différentes thématiques que vous voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces séminaires, ils ont attiré des acteurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir ou de travailler avec. C'est aussi des séminaires qui ont permis pour la plupart des acteurs de leur faire évoluer leur vision de la transition énergétique. Et qui aussi pour la collectivité, au terme du travail, a permis de comprendre que c'est pas tellement la question du leadership sur le sujet qui est intéressante, c'est le leadership sur la coordination territoriale. Et donc, au terme des différents séminaires, les acteurs ont fait remonter que la métropole avait la vision la plus globale du territoire pour ensuite créer les dynamiques, mettre en place les synergies de projets sur les questions de transition énergétique. Pareil, quelques chiffres rapides sur qui a participé à ces séminaires et surtout le fait qu'on a quelques secteurs qu'on s'attendait à retrouver et qui finalement n'ont pas été présents, celui du numérique, ceux qui travaillent justement sur les questions de précarité énergétique, déchets, déplacements alimentaires. Alimentaire étant un peu spécifique puisque la métropole met aussi actuellement en place un projet alimentaire territorial. Donc c'est deux dynamiques qui ont eu un peu de mal à se rencontrer puisqu'elles se déroulaient sur le même temps. Les chiffres du débat très rapidement, donc 200 jours, 53 000 participants qui comptabilisent les participants sur le site internet, donc visiteurs et contributeurs, toutes les personnes qui ont participé à des événements labellisés. Donc sur ces 53 000 participants, dans les faits, il y en a 11 000 qui ont vraiment été des contributeurs impliqués, c'est-à-dire qui ont donné de leur présence pendant les 200 jours, et 500 qui sont du coup plutôt très particulièrement impliqués dans le cadre des différents groupes de citoyens. Je passe sur les autres chiffres. C'est intéressant quand même, 2000 personnes qui sont passées dans le conteneur, qui était justement notre module de proximité et qui a dû faire, je crois, un passage dans 20 communes sur 24 de mémoire. Sur les suites du débat, eh bien, comme l'a expliqué tout à l'heure Catherine, la commission indépendante s'était engagée à faire l'analyse de toutes les contributions dans le cadre de ce dispositif. Donc pendant environ 2 mois, ils ont rédigé un rapport
qu'ils ont ensuite remis à la collectivité au mois de septembre 2017, dans lequel ils nous font 12 propositions d'accélération pour le territoire. J'insiste sur ça, c'est qu'ils n'ont pas fait que des propositions pour la collectivité, ils ont fait des propositions pour le territoire, déclinées en 60 propositions d'action. Donc la collectivité est ensuite entrée dans une phase d'instruction de ces propositions, d'octobre à décembre, instruction de Nantes Métropole et des communes de la métropole, avec un temps de partage au mois de décembre 2017 avec les acteurs, puisque la façon dont nous avons traduit notre instruction permettait ensuite de repérer des acteurs sur des projets partenariaux, et donc on a eu un grand temps avec une première phase plutôt descendante où on a présenté notre instruction, puis ensuite des temps en atelier où les acteurs ont pu se positionner sur des projets avec lesquels ils... Oui. Okay. Avec lesquels ils aimeraient travailler avec nous. De janvier à février, compte tenu de ce temps, nous on a ajusté nos propositions pour ensuite voter une feuille de route partagée de la transition énergétique au mois de février dernier. Et comme pour acter le principe du débat, cette feuille de route a été votée à l'unanimité en conseil métropolitain. Donc ça c'est la feuille de route, 15 ambitions en 33 engagements. Sous les 33 engagements se trouvent différents projets avec donc des partenaires repérés. D'un point de vue organisation, cela va se traduire par une nouvelle mission d'animation de la feuille de route transition énergétique en interne, qui aura entre autres pour mission de mettre en œuvre ces engagements pour la métropole, mais aussi de veiller à la dimension partagée de cette feuille de route, et donc avec notamment 2 instances de gouvernance qui vont être établies. Alors là, pour la première, la gouvernance stratégique au mois de juin prochain, donc une conférence ouverte de la transition énergétique qui rassemblera à peu près 20 personnalités représentantes d'associations, entreprises, institutions, élus, citoyens. Donc on veillera bien sûr à l'équilibre des représentations des parties prenantes et aussi à l'équilibre des thématiques représentées. Donc plutôt gouvernance stratégique, et puis grosse nouveauté, débat de l'action, gouvernance de l'action. Au mois de novembre prochain devrait apparaître un laboratoire unique de la transition énergétique, qui est un dispositif qui permettra à des porteurs de projets du territoire, pour l'instant, à l'état de nos réflexions, n'importe quel porteur de projet du territoire pourra s'adresser à ce labo pour ensuite être redirigé vers les bons dispositifs de territoire, pas seulement portés par la métropole, mais portés par tous les acteurs du territoire, pour répondre à leurs besoins. Et ce labo pourra aussi, dans certains cas, accompagner certains types de projets plutôt portés par des collectifs citoyens. Merci.